est dans un écrin dorure, un écrin de mosaïque de Venise aussi. Oui. C'est un décor qui a été créé en 1882, donc on voyage un peu dans le temps quand on est là. La semaine dernière. Voilà. Voilà, c'est un beau décor. Et donc on est où alors? On est au Palais de Versailles, Ah, on bah, est, je sais pas, vous me le on est dire. à la Scala de Milan. Qui sont toutes ces personnes autour de nous? Qui sont-elles? J'ai l'impression de les avoir vues quelque part. Voilà. Je sais pas où, ça me dit quelque chose. Bon, vous avez repéré quelques-uns des invités? Brad Pitt, Naomi Campbell, Chantal Thomas, Jean-Paul Gaultier, Nico Sayagas. Vous en connaissez quelques-unes de ces figures emblématiques? Je connais toutes, enfin. Ouais, forcément. Évidemment, c'est une évidence. Non, je connais quelques-unes, oui, qui sont en tout cas ici. Je sais pas où on est, mais j'en connais quelques-unes. Bon, on peut le dire, hein, si ces personnages ne sont pas très bavards, c'est que ce sont des sosies. Les sosies de cire, on les confond? Ah ben on est au... Ah, ça serait pas au musée Grévin? Au musée Grévin. Et c'est vous qui avez voulu nous emmener ici? Bah oui. Pourquoi? Bah, je trouve que c'est un lieu assez mythique. Je trouve que il y a une vraie émotion. Puis de voir toutes ces personnes, toutes ces ressemblances, je trouve que c'est un côté un peu bizarre, etc. Mais il se passe des choses. Monsieur Grévin, c'est pas n'importe qui, hein. Sculpteur, caricaturiste, dessinateur, designer, ça vous rappelle quelqu'un? Oui, moi. Ah bah. J'allais dire Andy Warhol. Bonjour Richard Arras. Bonjour. Bienvenue dans votre Paris des Arts. Merci. L'art ne vaut que s'il est partagé, c'est un peu votre devise. Vous nous expliquerez pourquoi. On reviendra dans cette émission évidemment sur votre parcours hors norme de sculpteur. On parlera de vos autres passions, la musique, la scène. Mais avant, je vous propose qu'on aille saluer quelques-uns de vos amis ici au Musée Grévin. Avec grand plaisir. Allons-y. Allez. Le musée Grévin et ses quelques 200 poupées de cire attirent 700 000 curieux chaque année. La visite débute par la montée d'un majestueux escalier de marbre qui nous emmène au Palais des Mirages, une salle créée à l'occasion de l'exposition universelle de 1900. Tel un kaléidoscope géant, la salle est reproduite à l'infini grâce aux illusions d'optique. Oh là là, incroyable. Bonjour. Bonjour Valérie. Le tapis rouge, il a été installé évidemment rien que pour Richard Olinsky. Bien sûr. Bien sûr, vu sa couleur en plus très rouge, ça se voit que c'était que pour moi. On est évidemment très curieux de savoir comment vous réalisez vos moulages, comment vous choisissez ces personnalités. Alors, les personnalités françaises sont choisies par l'Académie Grévin, dont le président est Stéphane Bern. On se rapproche des personnalités parce qu'évidemment, il faut leur autorisation. Est-ce que vous essuyez des refus? Est-ce que certaines personnalités disent non? Bien sûr, et Comme c'est qui? normal. Jean Dujardin. Ouais. Mais en général, ils sont très flattés, très contents de rentrer à Grévin. Un petit retour en arrière quand même. Qui est à l'origine de ce musée? Alors, c'est Arthur Meyer, qui était président du journal Le Gaulois, travaillait avec un sculpteur, donc Monsieur Grévin, et tous les deux ont fait l'acquisition de Grévin pour représenter en fait toutes ces personnalités qui font l'actualité. Pour rappeler qu'on était au balbutiement de la photographie, Voilà, donc on n'avait pas exactement. l'embarras du choix pour Oui. représenter les personnalités. Tout à fait. Donc là, on entre dans le café des écrivains. Richard, si vous deviez vous attabler avec l'un d'entre eux, où est-ce que vous iriez? Sans aucun doute avec Jean d'Ormesson. Ça faisait partie des gens que j'avais vraiment voulu rencontrer, donc j'ai posé beaucoup de questions et j'ai surtout admiré cette relation qu'il avait par rapport à la vie, par rapport à la mort, qui était assez impressionnante. J'ai toujours été assez troublé par cette personne, que je trouvais assez incroyable. Oh, Michael! Et Michael, il est en double. Alors, Pourquoi? C'est que le personnage a été inauguré vraiment avec Michael Jackson. Waouh! Ah ouais. Donc c'est sa veste, ce sont ses chaussures, c'est son pantalon. Il y a beaucoup de personnalités qui nous font don de leur tenue. et voilà Sopra. Ouais. J'étais sur scène avec lui il y a un mois. Un mec incroyable d'ailleurs. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien.
Richard, vous êtes l'un des sculpteurs français les plus vendus au monde. Pourtant, vous avez débuté sur le tard, après une première vie, une vie d'agent immobilier. Quand et comment vous avez amorcé votre reconversion? Dès l'âge de 4 ans, je sculptais je sculptais, c'était de la poterie à l'époque, à la maternelle. Je faisais des petits animaux en terre glaise qu'on faisait cuire ensuite au four, que j'offrais à mes maîtresses, etc. Donc j'étais très célèbre déjà à 4 ans, 4 ans et demi dans l'école. Nous aussi. Hein. Comment? Nous aussi. Oui. Nous tous aussi, on faisait ça. On était très célèbres à 4 ans. Oui, mais on n'est peut-être pas aussi faillot. Voilà. Parce que moi, j'étais quand même très faillot. Parce que pour offrir aux directrices, aux maîtresses et tout, c'était quand même très faillot. Ouais. C'est la différence, elle est là. Donc j'ai arrêté jusqu'à l'âge de... J'ai repris à l'âge de 20 ans, je crois, à peu près. Et après, j'ai toujours fait ça comme un hobby, en réalité. Donc j'ai jamais arrêté. Et j'ai fait beaucoup d'autres métiers. Je n'étais pas bon agent immobilier, mais j'ai fait de l'immobilier, effectivement. Je n'étais pas heureux, finalement, et donc j'ai décidé de tout plaquer. J'ai fait comme une espèce de burn-out. Et j'ai essayé de me reconcentrer dans quelque chose qui me plaisait vraiment, ce que j'avais envie de faire vraiment dans la vie. Et je suis revenu donc à mes amours, à l'art. Qu'est-ce qui vous guide? L'envie d'étonner, d'émerveiller, de passer à la postérité? Non, la seule chose qui me guide, c'est le partage. Ce que je fais, ça n'a pas d'âge, il n'y a pas de catégorie socio-professionnelle, il n'y a pas besoin d'être cultivé particulièrement. C'est vraiment l'art accessible à tous. Et c'est pour ça que je fais des expositions à ciel ouvert, gratuitement, dans les montagnes, j'ai exposé dans des mines de charbon. Enfin, il n'y a pas de règle. Moi, vraiment, l'idée, c'est de partager quelque chose avec le plus grand nombre. Elle vous vient d'où, cette passion pour les animaux? C'est la même que vous, en fait, hein, parce que je pense que tous les enfants, depuis notre plus jeune âge, on était toujours attirés par les zoos, les dessins animés, les livres de la jungle ou d'autres dessins animés. Tous les enfants aiment les animaux. On est des grands enfants, finalement. Donc, et puis, quand on regarde les civilisations, que ce soit la Grèce, l'Égypte, il y a toujours eu les animaux, toujours été très proches et très présents de l'homme. Alors, l'un de vos sujets favoris, c'est ce Wild Kong que vous déclinez à l'infini, ce gorille. Qu'est-ce qui vous fascine le plus chez lui? En fait, ce n'est pas forcément mon favori, c'est celui que j'ai voulu le plus mettre en avant, parce que c'est celui qui se rapproche le plus de nous. Vous savez que son génome est à 99,9% proche de l'homme, donc on a la même position. Je peux lui faire dire ce que j'ai envie de lui faire dire, puisqu'on est assez identiques finalement. Avec, je pense, que le singe, le Kong, c'est en fait le film King Kong. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que c'est et l'animal et l'analogie par rapport au film, c'est un monstre surpuissant, avec un grand cœur, protecteur. Donc, c'est que des qualités. Bon, après, il faut lui enlever ses poils parce qu'il est très poilu. Vous l'avez dit, vous êtes un défenseur de l'art accessible à tous, qui ne plaît pas à tout le monde. Pour vous faire connaître, vous n'avez pas hésité à exposer sur des plateaux de télé-réalité, par exemple. Et à partir de ce moment-là, les commandes se sont enchaînées. Et lorsque les commandes se sont enchaînées, la critique s'est déchaînée. Comment est-ce que vous l'avez vécu? Au départ, quand j'ai commencé, c'est vrai que j'avais honte de dire qui j'étais, ce que je faisais, parce que mes œuvres étaient un petit peu connues, moi moins. Et puis, j'ai rencontré beaucoup de gens qui m'ont dit, tu sais, je crois qu'il faut assumer les choses. Et puis, je l'ai fait. Et finalement, aujourd'hui, c'est un peu mon fonds de commerce, quoi. Donc, quand on fait une collab avec Disney, qu'on vend des sculptures pour moins de 60 €, accessibles à tous, c'est quand même aussi mettre un bon coup de pied dans la fourmilière. Ça plaît pas à tout le monde. Et puis, en fait, moi, ce que je dis, si quand je crée quelque chose, il y a 95 personnes qui sont contentes et 5 qui ne sont pas contentes, même si ces 5 sont très puissantes, so what? Donc, et vous vous sentez toujours exclu d'un certain parisianisme, d'un certain milieu parisien élitiste? Je suis boycotté des plus grands raouts de l'art contemporain, etc. Mais limite, je serais embêté qu'ils me prennent aujourd'hui. Parce que voilà, c'est pas dérangeant. Puis moi, je suis un artiste populaire, je me veux populaire dans le bon sens du terme. Moi, ça me dérange pas du tout, le côté populaire. En 2014, Xavier Veillant vous a attaqué en justice pour parasitisme. Or, il a été débouté parce que les juges ont estimé qu'il n'y avait pas de confusion possible, que sa clientèle, à lui, était d'abord institutionnelle et que la vôtre avait, je cite, un propos de décoration. Qu'est-ce que vous en pensez ? Quand on ne fait pas trop de bruit, on ne dérange pas. Puis quand on prend un peu trop de bruit, on dérange. Donc après, la justice, elle a fait son travail. Donc, je suis... Oui, enfin, quand la justice, elle dit que vous faites de la déco, on est quand même assez loin du champ artistique. Enfin, on n'est pas tout proche du champ artistique. Ça ne veut rien dire, moi, je pense. Et puis la justice, il fallait bien qu'elle tranche sur qu'elle donne une décision. La décision, elle s'est portée surtout sur déjà l'antériorité par rapport au style de travail, dont il n'a pas l'antériorité. Et puis après, effectivement, sur les clients finaux qui n'étaient pas forcément les mêmes, ce qui n'est pas vrai aujourd'hui, parce qu'on a les mêmes clients. Aujourd'hui, vous embauchez plus de 250 personnes, vous avez votre propre galerie, vous avez multiplié les partenariats avec des grandes marques, vous exposez en haut des pistes de ski. Comment vous vous définissez? Est-ce que vous êtes d'abord un artiste ou d'abord un entrepreneur?
Ah, moi, je suis un artiste. De toute façon, vous êtes une artiste. À partir du moment où on décide de faire quelque chose avec ses mains, avec son cerveau, on est un artiste. Plus, effectivement, on a une autorité, et plus on organise, en fait, sa création, et plus on peut donner des choses. Je fais des actions, en tout cas des actions humanitaires, des actions pour des caritatives. Je ne sais pas, je soutiens presque une 50aine d'associations à travers le monde. Non, je me considère tout simplement comme un artiste, un simple artiste en tant que tel, rien d'extraordinaire. Votre parcours, il est totalement atypique, on l'aura compris. D'ailleurs, vous en parlez sur scène en ce moment, dans un one-man show qui s'appelle Tête de Kong. Qu'est-ce qui vous a poussé à aller sur les planches? Toujours ce rapport avec le public qui est incroyable. Et puis c'est un hasard, en fait, c'est que c'est Laurent Baffy qui a eu l'idée de dire non, mais si tu devrais faire un truc, mais toi, on devrait faire un truc sur l'art, sur ta vie, etc. Et puis du coup, banco, on est parti sur l'écriture, on a changé 50 fois de registre, et puis finalement, on est arrivé à quelque chose qui est assez cohérent aujourd'hui. J'ai fait la province, j'ai fait l'Olympia. Si demain, vous voyez un mec qui me ressemble faire des kebabs à Belleville, c'est très possible pour moi. La chanson, c'est aussi l'une de vos passions. Vos singles électropop se sont classés en tête des charts en France, des singles électropop. Même à l'international. Le premier on a fait un truc mondial, c'était avec Heartbeat avec Eva Simon. En 2016, on a vraiment fait un gros truc. D'autres projets? J'ai un titre qui est encore en radio, là, et puis on est en train de préparer le switch sur un nouveau titre. On part à présent à la rencontre d'une Argentine à Paris, Ana Pérez Grassano, architecte de formation. Elle a des talents multiples. Elle peint, elle assure également le design de meubles et d'objets d'art. Son travail voyage entre Paris, Buenos Aires, Londres et Istanbul. Elle nous reçoit dans son atelier parisien. Alors, bienvenue chez Ana. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien. Voilà. Bonjour Anna. La star argentine. Voilà, on a eu beaucoup de chance d'être ici et d'être reçus aujourd'hui dans son atelier privé. Ça me fait plaisir de vous voir. Eh ben, merci. Et donc ça, c'est un ange, mais un peu particulier. Oui, c'est un ange un peu pervers qui peut devenir une belle personne, qui peut devenir un démon. Ça dépend de la situation qu'il est confronté. Ça dépend des amis qu'il peut avoir. Donc, il change au fur et à mesure des circonstances. Il est influençable. Oui, Voilà. Oui, il est influençable. Alors Richard, Quoi? comment ça s'est passé la rencontre avec Anna? Déjà, c'est la rencontre, c'est une artiste, c'est la sensibilité féminine, la sensualité, avec plein d'idées, qui était tout le temps à droite, à gauche, en train d'avoir 200 000 idées à la minute. Et voilà, donc elle est venue me voir, bah écoute, moi de toute façon je dis toujours oui. Après, je fais souvent pas. Et avec elle, j'ai fait, voilà. Et donc elle s'est servie juste de mon univers comme base. Et après, elle a développé son univers. Donc c'est un travail à deux, mais c'est surtout elle qui a fait ce développement. En réalité, c'est plus son travail, parce que moi, mon travail était déjà existant, la recherche avait déjà été faite préalable. Donc ça, c'est votre taureau et Exactement. Anna, son... Là, c'est vraiment à quatre mains. Si je comprends bien, Anna a collé du cuir argentin sur ce taureau qui, du coup, est devenu argentin. Parmi les points communs que vous avez, il y en a un que j'ai envie de souligner, c'est que vous reversez souvent une partie de vos bénéfices à des œuvres. Quelles sont vos préoccupations caritatives en ce moment? Et en ce moment, le taureau, il va partir pour la Fondation Necker avec Madame Brigitte Macron. Et nous irons ensemble avec l'ambassade d'Argentine aussi. Il sera pour un vente aux enchères au profit de l'hôpital Necker. C'est génial le fait qu'avec l'art, on peut exprimer beaucoup de choses, on peut utiliser une cause, s'il y a quelque chose que j'ai envie de découvrir, je peux aider, je peux lire, je peux communiquer. Et donner. Et je peux donner, oui. Qu'est-ce qui vous touche, vous, dans le travail d'Anna? C'est quelqu'un de très sincère en vrai, c'est quelqu'un qui fait ça vraiment parce que c'est une passion et on sent la passionnée, donc c'est toujours intéressant de travailler, de collaborer avec des gens qui sont passionnés plutôt qu'avec des gens qui font des choses machinalement. Et donc elle met toute son âme et tout ce qu'elle a en elle dans ses peintures et dans le reste, parce qu'elle fait aussi des collages, enfin elle travaille sur plein de choses. Donc voilà, c'est quelqu'un de très touchant.
C'est l'heure à présent de soumettre Richard au questionnaire des internautes. Bah, j'en sais rien parce que j'en ai tellement de critiques, donc c'est assez compliqué. Mais aujourd'hui, je passe tellement à côté de tout ça que... À Rio, par exemple, à côté du Corcovado. MoMA, New York. Bah, l'Olympia, cette année, avec, en plus j'avais des amis avec moi sur scène, Laurent Baffy, Kev Adams, mon fils. Voilà, et donc c'était quelque chose de beaucoup d'émotions et beaucoup de monde aussi. Donc, Aller sur Mars, mais je vous emmène. Ah, je viens. Merci Richard. Merci. Ainsi s'achève votre Paris des Arts. Vous pouvez retrouver l'émission consacrée à Richard Orlinski sur notre site internet. Et puis, vous le savez maintenant, le Paris des Arts se poursuit également sur les réseaux sociaux. Alors, je vous dis à très vite. Si tu as des choses à demander au président, c'est le moment, hein, je crois. C'est vrai? Ouais. Écoute, non, je vais rien aller demander, tout va bien. Je vous ai compris. Ah, c'est pas lui. Non. C'est pas lui, mais on va le retrouver tout à l'heure.